Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Mais c'était long et un travail ardu. Vous savez, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il y a assez peu de choses sur ce qu'étaient les résistants ordinaires. Il y a les grandes vedettes, remarquez c'est un peu toujours pareil, hein. Il y a les gens ordinaires et puis ceux qui sont extraordinaires. Et c'est fortement dommage, hein. C'est même Victor Hugo qui dit que les gens ordinaires ont parfois plus de choses à dire que ceux qui sont très connus et archi connus. Alors, il fallait faire ce travail. Ce travail, pourquoi? Parce que dans l'usine, il y avait une usine qui se trouvait boulevard Kellerman, qui était une usine d'aviation, Gno-Méron, qui comptait entre 4 et 6, qui a été entre 4 et 6 000 personnes, 5 005, enfin autour de 6 000, c'est relativement peu important. Ce qu'il y a, ça veut dire qu'en réalité, c'était une très grosse entreprise de métallurgie qui employait, et ça compte beaucoup, je crois, qui employait des ouvriers très qualifiés dans l'aéronautique. Enfin, soyons un peu prétentieux pour une fois, par rapport aux travailleurs de l'automobile, les travailleurs de l'aéronautique ont quand même une qualification assez souvent un peu au-dessus. Alors, dans cette entreprise qui a passé la guerre, bien sûr, dont la direction a largement collaboré, comme c'était une usine d'aviation, vous vous rendez compte, ils faisaient des moteurs, ils ont livré des moteurs et des moteurs, Dominique en dira peut-être un mot, mais vous le verrez dans le bouquin, l'usine a beaucoup participé à la guerre de ce point de vue. Voilà. Alors, dans l'usine, il y avait eu, parce que aussi ce sont des travailleurs de l'aéronautique, il y avait une forte organisation syndicale, la CGT, qui était quasiment la seule organisation. Il y avait quelques gens de la CFDT ou de CFTC, pardon, à l'époque. Oui, FO, c'est un peu tôt. Voilà, FO, c'est trop tôt. FO, c'est la CIA, voilà, donc c'est un peu après. Voilà, c'est beaucoup trop tôt. Alors, je disais donc il y avait une forte organisation syndicale et politique. Et les gens quand je dis politique, c'était le Parti communiste. Il n'y avait qu'une organisation dans l'entreprise politique, c'était le Parti communiste. Je crois qu'on a tous en tête que la CGT était vraiment à cette époque-là un féodé au PC. Hein. Alors, voilà, alors ça c'est une autre question. Encore heureux. Que j'ai bien connu. Il n'y avait qu'une organisation politique digne de ce nom, en tout cas pour représenter les travailleurs, et une seule organisation syndicale digne de ce nom pour représenter les travailleurs. À l'époque, effectivement, les choses étaient claires. Alors, ne me faites pas faire une autocritique, parce que je pourrais vous la faire en vous disant qu'on en a fait un peu beaucoup, mais enfin bon. Mais je crois qu'on... Alors là, sincèrement, je pense que on a bien travaillé. Voilà. Sincèrement, on a fait beaucoup de conneries, beaucoup, on en a fait, mais on a bien travaillé. Bon, alors ça c'est je referme la parenthèse pour pas être trop long, pour pas manger ton os. Dans cette entreprise, dès 1900, alors c'est ça qui est important, c'est que depuis 1930, à la fin dès l'occupation allemande, dès la fin août 39, il y a déjà des éléments, alors comme dit Malraux, c'est impersonnel, on ne sait pas où on va, qui va résister, qui résiste, mais déjà les premiers éléments de résistance existent. Et alors, dont l'ossature
c'est le Parti communiste et la CGT. Alors, puisque chaque année, on rendait hommage à ces 67 victimes de la guerre, parce qu'il y a dans les victimes, et je crois qu'on a bien fait, de relier les résistants, les déportés et les déportés raciaux, et aussi les gens du STO, et les gens qui sont morts sous les bombardements. Donc on s'est dit, il y a chaque année, maintenant ça fait 70 ans, hein, il y a 70 ans, il faut faire quelque chose pour que ça soit concret, pour qu'on puisse montrer aux gens qui sont ces gens et pouvoir montrer la véritable valeur. Alors, on s'est engagé sur le travail de faire la biographie. Alors, le bouquin, c'est la biographie de 67 personnes qui ont été, comme je le disais, des résistants, qui ont été déportés, tous morts, hein, parce que ça ne donne pas, mais ça donne une idée de ce qu'avait pu être la résistance dans l'entreprise. Alors ce travail a, je crois, aussi un intérêt c'est un intérêt sociologique en montrant que, par exemple, le travail et la classe ouvrière à l'époque, les 80% demeuraient dans l'arrondissement, le 13e, 14e, les communes les plus proches, Ivry, Gentilly. Vous voyez là des gens, ce sont des jeunes. Vous voyez des gens qui sont des gens ordinaires, des gens qui ont des enfants, hein, qui sont mariés. Et on voit alors un certain nombre de choses qui sont tout à fait particulières, dans le sens que il y a là des éléments où on va dans l'entreprise elle-même faire des choses, mais non seulement dans l'entreprise, parce que c'est ça la caractéristique de l'époque, où les militants ouvriers sont des militants de l'usine, mais ils sont aussi des militants locaux. Alors beaucoup, voyez que vous verrez là-dedans, un certain nombre sont des élus, parfois dans les communes, les municipalités les plus proches, ou d'autres fois des gens qui ont des responsabilités syndicales ou politiques et qui font faire de la résistance dans leur quartier. Alors voilà, je crois que c'est pas loin d'être complet, c'est tout à fait imparfait, mais je crois que pour compléter, on pourra discuter, et Dominique va vous donner, parce que Dominique a fait un travail de géant. Moi j'ai travaillé un peu, mais il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Alors, vas-y Dominique. Hein. Bien, donc moi, en général, dans ces présentations, ce que j'essaye de faire, c'est de donner deux coups de projecteur. Un coup de projecteur pour dire qui étaient ces hommes et cette femme, parce qu'il n'y a qu'une femme, et qu'est-ce qui s'est passé, que sont-ils devenus. Alors, juste un petit retour en arrière, pour montrer ce que représentait Gnomérone sur le boulevard Kellermann dans le 13e, c'est ce triangle, qui est donc boulevard Kellermann. Derrière, vous avez la rue des Longuerets, qui est donc juste à côté de la voie ferrée de la Petite Ceinture, et donc on est là à côté de la place de Rungis, et de l'autre côté, c'est la rue Cacheux. Alors tout ça a disparu maintenant, puisque Gnomérone, vous êtes parti de Gnomérone en 67. 67. C'était devenu Snecma et parti en 67 à Corbeil. Donc au jour d'aujourd'hui, il ne reste que ce bâtiment qui est du côté de la rue Cacheux, qui est le Blocos, qui est donc le Blocos parce qu'il avait été renforcé, parce que c'est là qu'il y avait le banc d'essai des moteurs, donc ça vibrait et ça faisait beaucoup de bruit. Donc ça avait été aussi pour protéger contre les bombardements. Ils n'ont pas pu le détruire, donc ils l'ont gardé, et du coup, c'est France Télécom qui s'est installé dedans, et ils ont mis le réseau de téléphonie interministérielle, ce qui permet aux ministres de se téléphoner entre eux, etc. Donc c'est protégé, on ne peut pas rentrer. Et donc tout le reste, pratiquement, ce sont des bâtiments qui sont en général occupés par la garde républicaine. Voilà, c'est pour vous donner une idée de l'emplacement où c'était. Donc voilà la façade telle qu'elle était auparavant. Hein. Et puis donc avec l'entrée, qui est finalement l'entrée qui est pratiquement celle qui était de 1920, quand ça s'appelait, quand le Gnome a fusionné avec le Rhône. Voilà. Alors, sur les 67, donc je disais qu'il y avait une seule femme.
Donc, bon, c'est un peu, je dirais, caricatural, mais c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler quand même que les femmes ont pris une part active à toute cette période de l'occupation, qu'on a tendance à les oublier, mais en fait, que ce soit les hommes, les militants, les ouvriers, les engagés politiquement, avaient tous généralement des femmes ou des enfants, et donc les femmes ont partagé et ont aidé à la réalisation de leurs activités, on a tendance à les oublier. Là, ce qui est intéressant pour rappeler pour cette femme, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quelles conditions elle est décédée, puisqu'elle est portée morte à l'Exode, donc on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle avait déjà une certaine éducation, une capacité professionnelle, car elle était dessinatrice. Donc ce qui montre que déjà à l'époque, il n'y avait pas que des secrétaires, mais il y avait des dessinatrices. Alors, un petit aparté, parce que là, on peut se faire plaisir quand on a découvert dans nos recherches une jeune femme qui s'appelait Huguette Ragon, dont on a là la fiche d'identification, qui était mignonne, voilà, voilà la tête qu'elle avait. Et cette jeune femme travaillait chez un marchand de musique qui éditait toutes les chansons de Trenet. Ce marchand de musique avait une femme qui était d'origine juive, donc il l'a mise à l'abri. Il est parti en Angleterre, donc il a licencié sa secrétaire. Cette secrétaire est rentrée à Gnomérone. Elle était d'ailleurs au service du personnel. Elle s'est mariée avec un type qui travaillait aussi à Gnomérone, qui est parti à un moment donné, puisque je reviendrai dessus, mais on a fermé l'usine, donc il est parti dans le Loiret, dans un groupement forestier pour travailler. En fait, il est rentré dans le maquis. Du coup, elle s'est fait porter pâle, elle a rejoint son rec. Et il est revenu, lui, avec le maquis et la 2e DB. Il a fait la libération de Paris. Le couple s'est installé au pied de Montmartre. Elle vendait des chaussures, lui était antiquaire. Ils ont racheté une boulangerie. Ils ont transformé ça en petit boui-boui, avec le boui-boui dans lequel les étudiants en médecine venaient chanter. Ils ont poussé la chansonnette. Et cette jeune femme, c'est Patachou. Hein. Donc c'était, voilà, on peut rappeler que voilà, on a découvert comme ça dans nos investigations une femme qui est tout dans le chèque de Gnomérone. Voilà, mais bon, c'est aussi une manière de rendre hommage aux femmes, de savoir qu'il y a quand même des femmes qui sont battues. Alors, comme disait Serge, la majorité des personnes que nous avons rencontrées, c'est effectivement des personnes qui sont jeunes, puisque les 2/3 à moins de 40 ans. Ce sont des hommes qui sont aussi mariés dans le 3/4 des cas. Ils ont des enfants, très souvent, de 1 à 4, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, on a environ entre 60 et 80 orphelins, au moins. Hein. Et donc on a quand même des gens qui sont natifs de la région parisienne, pour une grande partie, environ 60%. Donc à peu près un tiers qui est originaire et qui est qui est né en province. Mais quand on regarde la génération précédente, pratiquement tous les parents venaient de province. Donc on est vraiment dans un phénomène de mobilité géographique où on vient travailler à Paris, et notamment parmi une nièce de Beaujard, de Germain Beaujard qu'on a trouvé, qui est venue le jour de la cérémonie à Corbeil. Elle nous racontait que, en fait, les 3 frères, qui étaient ouvriers métallurgistes et qui travaillaient dans le Cher, dans une usine qui fabriquait des cuisinières, les 3 frères sont venus ensemble dans le 13e arrondissement en même temps pour s'embaucher à Gnomérone. Et donc ils habitaient pratiquement la même rue Château des Rentiers. Et donc, bien entendu, malheureusement, la famille a été décimée par la guerre. Mais enfin, voilà le type de mouvement que l'on peut discerner, donc des mouvements géographiques de gens qui viennent s'embaucher et qui connaissent quelqu'un. Alors effectivement, on trouve des parents, on trouve des copains, et disons, la cooptation fonctionne. Alors sur le domicile, Serge l'a déjà dit, c'est vrai que on a une usine là, qui fait 5000, 6000 ouvriers, mais la majorité de ces personnes sont installées dans la région parisienne. Vous allez me dire, c'est normal, on n'a pas encore à l'époque les modes de fonctionnement, les transports en commun, et on a une concentration qui est environ à plus de 50% sur le 13e arrondissement, sur le 14e, et sur Gentilly, sur Ivry, sur le Kremlin-Bicêtre. Donc là, on a effectivement des gens qui travaillent
ensemble, mais qui vivent ensemble et qui finalement militent ensemble, que ce soit syndicalement ou politiquement. Là, il y a vraiment, on sent qu'il y a quelque chose, on n'ose pas dire un village à cette taille-là, mais quand même, il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Et les types se connaissent. Hein. C'était vraiment un village parce que mon grand-père habitait là. Et moi, je peux en parler parce que tout de suite après la guerre, moi, j'y allais. Tu avais des petits cafés avec des nappes à carreaux rouges et blanches. La dame qui me mettait la serviette autour du cou, qui me faisait de la soupe exprès pour moi. Tu vois, c'était vraiment... Il habitait où, ton grand-père? Il habitait, alors je sais, le nom a changé de la rue, mais apparemment c'est au niveau du boulevard Auguste Blanqui. Ah, et il tenait un garage, lui, il était artisan, il était mécanicien auto, et il tenait un garage, mais c'était très très ouvrier, c'était rouge. Hein, on va recruter encore un troisième. Alors, donc, la question domiciliation, question naissance. Et alors, l'autre chose qu'on a remarqué, c'est aussi la question de la compétence professionnelle ou de la qualification professionnelle. On est, dans les 3/4, on a des ouvriers qui sont des ouvriers professionnels. Alors, les professions, c'est rectifieur, tourneur, fraiseur, enfin bon... ajusteur, bien sûr, voilà. dessinateur. Et voilà, alors il y a 11% qui sont des employés et des dessinateurs, et on a 15% qui sont ce qu'on appelait les MTM, des manœuvres toutes main, hein, ou les ouvriers spécialisés. Pardon, est-ce que vous parlez de STO aussi? Oui, on va en parler. Oui. Bon, non, parce que les Allemands, ils avaient cerné l'usine. Oui. Ça y est. Oui. Et on va l'évoquer. Mais alors, au niveau de la qualification professionnelle, ce qui nous a trouvé intéressant à souligner, c'est qu'il y a une filiation professionnelle, une mobilité professionnelle, où tout le monde avait déjà travaillé dans plusieurs entreprises avant d'être embauché, parce que finalement on a pu avoir accès aux archives de l'entreprise, donc on avait à la fois la feuille d'embauche, donc on a je dirais le pédigré de la personne, et on a la liste des entreprises dans lesquelles la personne a travaillé. Et là on s'aperçoit qu'effectivement la grande partie de ces personnes ont déjà travaillé dans d'autres entreprises, des entreprises de la métallurgie, et avec une typologie qui est bien découpée. Il y a ceux qui ont travaillé dans l'automobile, et là on retrouve tout de suite Panhard, Citroën, Delahaye, Renault, Dion-Bouton. Il y a ceux qui ont travaillé dans la construction mécanique au sens large, à savoir Rateau, Chaise qui était dans le 13e, Saunier Duval. Et puis il y a déjà, à l'époque, un fort contingent, là on est quand même en 39, un fort contingent qui ont déjà travaillé dans l'aéronautique, et là ça fait appel à une présence industrielle qui n'existe plus maintenant, mais il y avait Henriot, Farman, Voisin, Newport, Hispano-Suiza, Blériot, Zodiac, donc toutes ces boîtes qui étaient dans la région parisienne faisaient qu'à un moment donné, petit à petit, les gens se rapprochaient, et quand la qualification professionnelle devait le permettre, et étaient embauchés. Et un truc qui est marrant, c'est que le service de renseignement de l'entreprise était très bien fait. Donc bien évidemment, quand quelqu'un a été embauché, le directeur du personnel savait s'il avait une étiquette politique, syndicale, etc. Mais qu'on peut penser que l'étiquette politique ou syndicale, même pour les militants, n'a pas joué à leur défaveur, car ce qui comptait, c'était d'avoir un ouvrier professionnel. Donc ils recrutaient pertinemment un gars qui allait distribuer des tracts, etc., mais ils avaient besoin du professionnel et de la qualification qu'il représentait. Donc ça, il y avait quand même une mobilité qui existait, qui est peut-être plus facile qu'elle ne l'est maintenant. Dites, pardon, vous parliez de Voisin, mais c'était une filiale de Filiale, oui. Voilà, c'était... C'était pas... Voilà, enfin, Voisin s'était rapproché, mais là, si on rentre dans l'évolution de Numéro... C'était la strictement pure, voilà, alors, quand ça a été nationalisé. Oui, c'est ça, mais là on est en 39. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, que sont-ils devenus? Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, c'est toujours embêtant de faire une classification parmi les personnes qui sont mortes, mais parler de la manière dont ils sont morts, ça permet de savoir ce qui leur est arrivé et comment ça s'est passé. Alors, il y a une première catégorie de personnes qui sont morts au combat. Donc là, il y a à la fois les jeunes qui ont été incorporés en 1939, et qui sont morts, qui sont morts au combat. Notamment, il y a tout de suite deux petits jeunes qui avaient 20 ans et qui étaient dans la marine. Il y en a un qui saute lors du bombardement par l'aviation anglaise à Mercier-le-Kébir,
Et il y en a un autre donc qui explose parce que en déchargeant des mines du côté de Casablanca. Et ce petit jeune d'ailleurs, il faut le souligner, c'était un militant de la JOC, c'était un des premiers délégués de la CFTC dans l'usine Numérone. Et son père d'ailleurs va apprendre la mort de son fils en lisant le journal, en prenant le métro le matin. Ça vous donne une idée de ce que c'était. Alors, il y a les jeunes comme ça qui sont tués dès le départ. Et puis, il y a tous ceux qui vont mourir dans les combats de la libération ou dans les combats tout autour de Paris. Et il y a aussi tous ceux qui rentrent dans l'armée à l'occasion du débarquement ou à l'occasion des combats de Paris et qui vont suivre la deuxième DB en Allemagne et qui donc vont mourir en Allemagne. Et un cas qui nous a frappé, c'est qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Louvel, qui lui va mourir en mars 45 et va mourir en Annam. Annam, c'est donc l'Indochine. Et donc on s'aperçoit que finalement c'est le premier mort de la guerre d'Indochine. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini la guerre de 39-45, il y a encore des gens qui se battent en Allemagne, et il y a déjà une petite compagnie de 50 personnes de la 2e DB qui sont envoyées en Indochine, enfin en Annam, et qui vont donc mourir dans les premiers combats qui se passent sur le territoire. Donc, les premiers combats contre le Viet Minh, pas contre les Japonais. Oui, pas contre les Japonais, contre le Viet Minh. Oui, tout à fait, oui, tu as raison de le rappeler. Non, parce qu'en 45, voilà. Oui, il faudra qu'on fasse un cours d'histoire pour les jeunes générations, parce que ce soit Marcel Kébir ou ce qui se passe dans l'Annam en 45, ça va être obscur pour eux. Ah oui, tout à fait. De cheveux gris quand même. Ouais. Alors, ça représente quand même, voilà, ce premier cercle, c'est des morts au combat, c'est 18 personnes. Alors après, il y a un gros bataillon qui est les résistants, les déportés, les déportés résistants et déportés politiques, puisqu'il y a une nuance qui est à faire. Alors, il y a déjà les résistants qui sont affichés, fusillés, exécutés, dont 4 qui sont fusillés au Mont-Valérien, Bacot, Bayon, GN, Lamy. Et puis, il y en a aussi qui sont fusillés sur le terrain, pris les armes à la main, parce qu'on ne fait pas de détails, en banlieue et en province. Donc là, ça fait quand même une dizaine de personnes. Les déportés résistants, on trouve là des hommes qui sont un peu plus âgés en général, donc des hommes qui font partie de réseaux de résistance. Et là, on découvre la mécanique des réseaux de résistance, les réseaux qui sont quand même relativement nombreux, qui sont très structurés, qui sont très cloisonnés. Donc, ils sont dans un atelier, mais les camarades ne savent pas qu'ils appartiennent à un réseau, et donc il y a un cloisonnement qui est très important, mais n'empêche même les FTP entre eux, etc., ils savaient pas. Non, il y avait des FTP qui étaient dans des groupes avec des entraînements, donc ils se connaissaient de façon plus nombreuse, mais là je parle des réseaux de résistance, comme ceux de la résistance, il y avait Libération Nord, enfin bon, je les ai pas tous en net, mais quand ils sont deux dans un atelier à être le même réseau, c'est tout. Hein, mais il n'empêche qu'il y a des fuites, il y a des dénonciations, et ils sont arrêtés. Il y en a un qui est arrêté, par exemple, alors qu'il avait été contacté par la RAF pour être pilote de bombardier, parce que il avait été identifié comme ayant été un pilote d'avion déjà pendant la Première Guerre mondiale. Donc la RAF a essayé de l'exfiltrer. Il va être vendu, et la mèche va être vendue, il va être arrêté, il sera déporté, et ils vont tous être, je dirais, exécutés dans les camps de concentration. Il n'y en a qu'un qui va revenir, qui s'appelle Bergogne. Il revient, il est encore jeune, il a 25 ans. Mais je crois qu'il a 1m80 et il pèse 25 kg. Donc il revient, mais il va rester qu'une semaine en vie, et il va mourir. Donc voilà, c'était les déportés résistants. Alors il y a une autre catégorie que, d'une certaine façon, j'ai un peu, d'une certaine façon découvert, c'est les déportés politiques. Alors les déportés politiques, comment dirais-je, si on revient un peu sur l'histoire, Daladier revient comme chef du gouvernement en 1938, il revient sur une grande partie des acquis de 1936, il allonge la durée du travail, il fait des obligations en ce qui concerne l'exécution du travail, en ce qui concerne le paiement des salaires, etc. Donc mécontentement bien sûr, je dirais maîtrisé entre guillemets par la CGT et par le Parti communiste.
Et puis en même temps, on est sur les accords de Munich, on est sur le pacte germano-soviétique. Donc là, il y a une crise, je dirais, du gouvernement avec une version anticommuniste. Et là, 1939, au moment de la déclaration de guerre, et même un petit peu avant, le Parti communiste est interdit, la CGT est interdit, et quand je dis interdit, c'est-à-dire qu'il y a saisie des biens, et il y a aussi emprisonnement. Oui, il faut rappeler, emprisonnement. Tous les députés communistes sont évidemment perdent leur mandat. Certains sont mis en taulle. D'ailleurs, certains vont être livrés aux Allemands peu de temps après. Alors justement, ce qui est intéressant, ils entrent tous déjà dans la clandestinité. C'est l'ampleur du phénomène, parce que finalement, tu soulèves, il y a 60 députés, il y a à peu près 2500 conseillers municipaux et maires. Donc, je dirais que il n'y a pas seulement des députés, il y a des maires, des conseillers municipaux, il y a bien entendu des responsables syndicaux, et ils sont enfermés à titre préventif. Et là, on s'aperçoit que, vous regarderez dans le bouquin, on peut faire une carte de France de l'internement administratif. C'est-à-dire que, sans qu'il y ait eu de condamnation, on a des personnes qui sont prises à leur domicile et qui sont mis dans toutes ces cases. Et ça va jusqu'à avoir des personnes qui sont mises en internement à Djelfa, en Kabylie, à 1200 mètres d'altitude, non pas dans des maisons en dur, mais dans des tentes en toile. Donc, il y a déjà des personnes qui subissent les conséquences de ces internements, la nourriture, la maladie, etc. Il y a déjà des morts, mais comme tu disais à juste titre, le problème qui est plus grave, c'est que en 1942-1943, quand Laval revient au pouvoir, eh bien, une grande partie de ces militants ou de ces politiques qui sont internés administrativement, sont livrés aux Allemands, direction le camp de Compiègne, la gare de l'Est, l'Allemagne, camp de concentration. Donc là, on voit qu'il y a il y en a même qui ont été livrés aux Allemands dès le début, hein, oui, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est surtout après, en 42-43. Qui servent aussi d'otages, souvent. Voilà, qui servent d'otages, et donc qui sont exécutés. Lorsqu'il y a des otages à prendre, on va les prendre. Mais ce qui est affreux, c'est que, je dirais, on n'a aucun plaisir à faire la carte de France de ces centres d'internement, parce que ça, quand vous voyez, il y en a tout le tour de la France. Ça, c'est un truc... Oui, je pense que c'est important de rappeler ce point précis, c'est que au moment du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire même avant qu'on entre sérieusement en guerre, les communistes et beaucoup de syndiqués, parmi eux CGT, mais les communistes en général, non seulement ne vont pas attendre la fin du pacte germano-soviétique pour devenir résistants, ça c'est un des comptes qui est des affabulations qu'ils ont racontées, et quoi qu'on en dise, ils n'ont pas trop le choix, puisque de toute façon ils sont contraints d'entrer dans la clandestinité, puisqu'ils sont tous automatiquement hors la loi, à commencer par les députés. Donc évidemment ils sont tous déjà dans la clandestinité et ils vont résister dès la première heure, hein, contrairement à ce qu'on a été raconté. Voilà. C'est important de rappeler ce point essentiel parce qu'il y a eu tellement de conneries racontées sur 39 et notamment les circonstances du pacte germano-soviétique et ses suites immédiates au niveau politique que c'est très important de rappeler ça. Alors donc ça fait quand même, là, on est à 15 personnes quand même, hein, donc vous voyez sur les 67, c'est quand même, ça représente un nombre important. Alors après, il y a les victimes civiles. Alors les victimes civiles, ce qu'il faut se rappeler, c'est que en 1940, le propriétaire de Gnome-Rhône, qui s'appelait Paul-Louis Weller, ne voulait pas que l'usine tombe dans les mains des Allemands. Donc quand les Allemands rentrent à Paris et rentrent dans l'usine, il n'y a plus d'ouvriers et plus d'ouvrières. Le personnel a été réparti dans les différentes usines ou filiales. Il y a donc notamment Limoges, il y a Arnage qui était du côté de la Sarthe, qui était une usine nouvelle. Enfin voilà, il n'y a personne dans l'usine, si ce n'est qu'il y a un responsable de l'entreprise qui est Pierre Ampe, donc cet ancien inspecteur du travail, sur lequel j'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler. Mais quand les Allemands arrivent, première chose qu'ils font, on commence à démonter les machines et ils en prennent 400 qu'ils envoient directement à Munich, donc chez BMW. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des victimes parce que l'exode se fait dans des conditions qui sont lamentables, donc il y a des bombardements, il y a des accidents. Donc là, effectivement, on a une douzaine de personnes qui sont portées, décédées, mortes à l'exode. Et parmi ces personnes, il faut compter aussi les victimes des bombardements. Et là, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr les bombardements allemands
et donc par exemple des ouvriers qui sont blessés et tués en gare de Thouars dans les Deux-Sèvres parce que les Allemands bombardent un train qui contient des soldats polonais. Par contre, il faut aussi se rendre compte que dans la région parisienne, les bombardements alliés ont fait quand même beaucoup de morts. Et là, le bombardement de la gare de Massy, le bombardement de Villeneuve-Saint-Georges, un ouvrier de Gnomérone meurt avec ses deux enfants, ses deux garçons de 14 et 15 ans. Donc on a effectivement, on prend conscience que les victimes civiles sont importantes. Et puis je passe sur les personnes qui traversent la rue, qui se font tuer, ou des choses encore plus atroces, comme cet homme qui a fui Gnomérone pour ne pas partir au STO, qui a retrouvé sa femme du côté de l'Oise dans un petit village, et qui, le jour où les Américains arrivent, il sort sur le pas de la porte et il prend une balle américaine. Bon, parce qu'il y avait des chauffourées. Et il meurt sous les yeux et de sa femme et de sa fille de 14 ans. Ouais. Donc effectivement, là, quand on parle de victimes civiles, c'est pas quelque chose qui est comme ça purement statistique. Ça touche quand même considérablement à des personnes. Entre Marcel Kébir et les parachutistes américains débarquement, ça fait un étrange rapprochement. Voilà. Sur le monument aux morts, les requis du STO. Donc ça revient à ce que tu disais. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, le degré de collaboration économique. Donc je disais au départ que Paul-Louis Weller, qui va être déchu de la nationalité française parce qu'il est d'origine juive et qui va donc quitter le territoire français, a essayé d'organiser la disparition de son entreprise, ou moins de préserver, mais les Allemands reviennent et les Allemands vont pousser à la collaboration. Et donc les ouvriers français vont commencer à travailler à la confection des moteurs Messerschmitt. Et donc là, on a effectivement un travail organisé sous la surveillance allemande, mais en même temps, c'est le STO. C'est-à-dire que des ouvriers français sont envoyés en Allemagne. Et donc des ouvriers français sont envoyés en Allemagne travailler précisément chez Messerschmitt. Donc que l'on travaille en France pour les Allemands ou qu'on travaille en Allemagne pour les Allemands, on a des Français au deux bouts de la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, je dirais, important, vu le nombre de personnes concernées, puisqu'on a, d'après les chiffres que nous avons trouvés, nous avons au moins 1500 à 2000 personnes qui sont parties en Allemagne. Donc c'est pas un phénomène minoritaire dans une petite entreprise, c'est un phénomène de masse, de collaboration de masse. Donc quand on est à 1500 à 2000 sur une usine qui faisait... Il y avait combien de personnes? Voilà, 5000, on est sur une... 5000, ah oui, donc c'est voilà, donc si on retire ceux qui avaient été prisonniers, ceux qui étaient morts, etc., et qu'on rajoute les STO, on voit quand même que la collaboration a pris quelque chose de très, très accentué. Ce qui fait que les gens se connaissaient. Hein. Donc, puisqu'en fait, c'est leurs copains qui sont partis, c'est leurs camarades qui sont partis. Alors, il y a eu, là, on a découvert quelques signes. Il y a eu, c'est vrai, des départs volontaires. Ça, c'est clair, il y a eu des départs volontaires dans les années 41. Au début, quand les Allemands sont arrivés, ils ont essayé de pousser, vous savez, il y avait des affiches, là, il y avait des affiches qui étaient comme cela. Allez travailler en Allemagne, vous allez gagner de l'argent, c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Donc, il y en a qui se sont laissés avoir, mais le phénomène est minoritaire. On en a trouvé une trentaine, une quarantaine. Et dont l'Europe, pendant que nos camarades allemands se sacrifient au combat contre les barbares orientaux judéo-bolcheviques. Donc nous, on va les aider, on va aller construire les moteurs d'avion chez Messerschmitt. Donc, donc en tout cas, ce qui est à noter... C'était déjà l'Europe face aux barbares orientaux, hein, comme aujourd'hui. C'était quand même une Europe très spéciale. Ah ben, celle d'aujourd'hui me la rappelle par beaucoup de côtés. Hein. Et donc, en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que sur ce monument aux morts, il y a des gens du STO. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont fait ce travail de mémoire au point d'intégrer et de considérer comme victimes leurs propres camarades. Hein, mais le phénomène était quand même, je vous dis, très très important. Je vous dis, 1500 à 2000 sur 5000 ou même 6000, c'est quelque chose de phénoménal. Alors bien entendu, sachant qu'au STO, c'était pas les colonies de vacances, et que donc il y en a qui sont morts sous les bombardements, il y en a qui sont morts parce qu'ils ont eu le typhus, etc. Donc des accidents. Et qu'il y en a eu en plus certains qui, ayant eu le malheur de manifester leur mécontentement des conditions de travail, parce qu'ils travaillaient quand même 11 heures à 12 heures par jour, on leur a dit, bon, puisque c'est comme ça, vous allez faire un tour. Et la convention collective, c'était moyen, je crois. C'était la Schlag. Voilà, c'est ça. Alors,
pour terminer, je dirais seulement qu'on a, on a deux certitudes. C'est que d'une part, 67, c'est très en dessous de la réalité. Donc c'est un travail qui a été fait après la guerre. Ça ne recense absolument pas tous les ouvriers ou ouvrières qui ont pu mourir durant cette période. Donc ça, c'est une lacune, mais c'est un travail colossal que de reprendre toutes les fiches pour pouvoir essayer de retrouver. Ça, c'est quand même quelque chose. Et puis, le grand regret, c'est que, justement, ce monument aux morts, on en parlait avec Pompuy, puisqu'il a travaillé là-bas, ce monument aux morts qui était installé dans l'entreprise, on n'a jamais retrouvé la date à laquelle il a été inauguré, enfin, en tout cas, installé. On voit très clairement qu'il a été fait en 3 tronçons. Il y a 3 tronçons alphabétiques qui ont été montés, mais on n'est pas arrivé à retrouver à quelle date il avait été fait. Ça, c'est un truc qui est curieux, puisque on a l'usine de SN Caso qui est à Bordeaux. Le monument aux morts, il a été fait dès 1946 et il a été inauguré d'ailleurs par Charles Tillon. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça sera pour la 2e édition. Ça, voilà ce que je voulais vous présenter comme étant 2 coups de projecteur sur savoir qui étaient ces personnes et comment elles étaient décédées pour avoir une idée de ce qui leur était arrivé. Merci, bravo. Est-ce qu'on sait si le propriétaire de l'usine est revenu après la guerre? Alors, oui, il est revenu, mais il n'est pas rentré dans l'usine, puisque c'était nationalisé. Voilà, l'usine Gnomérone a été nationalisée en 1945, donc il a été indemnisé. Donc, la raison était on lui a proposé. Mais lui n'avait pas collaboré du tout. Non, lui, il n'a pas collaboré. Au contraire. Oui, mais on lui avait proposé de prendre la direction d'Air France, il l'a pas voulu, et donc il a joué un rôle de mécène. Mais même les stigmas, avant que Potes vienne, on lui avait proposé. Oui. À Vélaire, on lui avait proposé la SNECMA. Mais pas comme employé. Oui, mais là, je crois qu'il en avait marre, il n'avait pas envie. Il vieillissait, lui aussi. Il vieillissait, mais. Oui, bon. et puis c'était surtout un homme qui fréquentait beaucoup les milieux artistiques. Oui, Vélaire, c'est une personnalité un peu spéciale. Oui, c'est une personnalité, c'est un type là. Voilà, il habite dans le quartier. Voilà Vélaire. Je ne sais pas quelle rue, c'est pas la rue de Turenne. Oui, il habitait dans le mais Vélaire, ou quelque chose comme ça, oui. Ce qui est intéressant, c'est que Vélaire a été un aviateur pendant la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a poussé à la photographie aérienne pour l'amélioration de la cartographie. Donc, quand après la guerre, on lui a proposé, il en avait les moyens, parce qu'il était d'une famille qui avait les moyens, quand on lui a proposé de prendre Gnomérone, il a tout de suite enfilé le cheval de l'aviation sous ses 2 formes, l'aviation civile et l'aviation militaire. Alors l'aviation militaire, parce que bien entendu, après la guerre, il y avait quand même un effort de guerre important à maintenir, et puis tout le monde avait compris que l'aviation c'était quelque chose qui allait jouer un rôle important, mais en même temps l'aviation civile. Et donc ce type, quand même, Vélaire, alors il a commencé à, comment dirais-je, à faire de la publicité. C'était le premier journal d'entreprise, et donc dans ce journal d'entreprise, il mêlait à la fois des histoires racontées par Mermoz, racontées par Malraux, racontées par Claudel. C'est plein air que vous Claudel, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'aviation? C'est plein air. Comment? Plein air, il y avait plein air et plein ciel. Et puis après, il y avait le Gnomérone. Voilà. Mais n'empêche qu'il savait utiliser des éléments un peu charismatiques, y compris les premières aviatrices, pour vendre absolument ces modèles d'avions avec des records du monde de durée, d'altitude, etc. Enfin, il avait un génie quand même. Bon. Mais en même temps, il savait très bien... Ça, c'était avant-guerre, ça. Oui, avant-guerre. Il savait très bien jouer avec les commandes de l'État et, bien entendu, engranger. Alors, Claudel qui avait été ambassadeur... Qu'est-ce que Claudel faisait là-dedans? Claudel a été ambassadeur de France, et quand il n'était plus ambassadeur et qu'il a pris sa retraite, il a été justement recruté comme membre du conseil d'administration de Gnomérone. À la différence, c'est que quand même Vélaire, qui a été emprisonné, qui a été déchu de la nationalité française, tandis que Claudel, pendant toute la guerre, est resté membre du conseil d'administration et a encaissé généreusement les il y aurait beaucoup à dire là.